à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Club de la Presse Outre-mer, votre rendez-vous mensuel proposé par Outre-mer 360. En ce début du mois d'octobre, nous sommes aujourd'hui dans les locaux du département de La Réunion et plus spécifiquement dans la boutique désormais du nom de Noutcase à Paris au sein de leur espace dédié aux produits de La Réunion, aux produits pays. Magnifique endroit, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Valérie Parlon, journaliste à Ouest France, spécialisée dans le traitement des territoires des Outre-mer. Bonjour et bienvenue Valérie. Bonjour. À vos côtés, Fanny Marceau, journaliste et présentatrice à Europe 1. Bonjour et bienvenue bonjour. Fanny. Merci. Et à vos côtés, Nicolas Lodin, journaliste correspondant à Radio Caraïbes International, RCI. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour à tous. Merci à tous d'avoir répondu présent pour ce Club de la Presse Outre-mer. Ce rendez-vous porte bien son nom. Ensemble, autour de ce Club de la Presse, nous allons explorer les actualités qui ont récemment marqué nos territoires ultramarins. Au programme, une revue de presse approfondie et un invité de marque, un invité exceptionnel. Notre invité pour le deuxième Club de la Presse est Yvan Odona, ici même, présent. Bonjour Monsieur Odona, vous êtes président de l'IEDOM et directeur général de l'IEOM. Merci d'être parmi nous. Avec vous, nous ferons le point de la situation économique des territoires des Outre-mer. À l'heure où le mouvement contre la vie chère continue de gronder, qu'en est-il réellement? Mais surtout, quelles sont les pistes de solutions? Nous ferons le point avec vous. Bien, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Voilà ces quelques mots d'introduction. Nous avons bien sûr de nombreux sujets à vous faire découvrir. Et sans plus attendre, passons à la revue de presse. Alors, avec vous, Valérie, vous avez souhaité revenir sur le discours de politique générale du Premier ministre et peut-être un point sur la Nouvelle-Calédonie que vous avez trouvé un peu confus. Alors, c'est-à-dire que oui, nous, ce qui nous a beaucoup étonné cette semaine quand on a entendu le discours de politique générale du Premier ministre, c'est les déclarations qu'il a faites sur la Nouvelle-Calédonie devant les parlementaires, les députés de l'Assemblée. Le mardi et le mercredi, la version n'était pas tout à fait la même. Donc, il y a eu un espèce de jeu de 7 erreurs, d'essayer de comprendre pourquoi ce qui avait été dit devant les députés n'était pas tout à fait la même chose, notamment sur le vote de la loi pour le dégel du corps électoral, sur le report des élections provinciales qui ont déjà été reportées et qui le seront encore en 2025, évidemment, et la présentation devant le Congrès également du projet de loi. Donc tout ça a été dit. Entre-temps, entre mardi et mercredi, certains élus calédoniens n'ont pas compris ce qui s'était passé en disant on n'a pas forcément été consultés, il y a eu des annonces de fait. Bon, ils étaient notamment déçus peut-être déjà sur le fait du chiffre, il n'y a pas eu de chiffre donné. Oui, et puis le manque de précision, et puis aussi le fait qu'il y avait eu l'annonce aussi de la mission de Yain Brault-Pivet et de Gérard Larcher en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, il y avait quand même pas mal d'éléments de confusion, et dès le lendemain, les éléments qui avaient été avancés la veille ne l'étaient plus devant le Sénat. Dans le discours, oui. Le député, notamment Nicolas Mersdorf, s'en est félicité en disant, voilà, il avait déjà brandi la veille, en plus, la menace de la censure, de la motion de censure, de voter la motion de censure. Et le lendemain, il a dit, ok, on a pris en compte le fait que, voilà, il y avait des consultations qui devaient être menées avant d'annoncer peut-être les choses de manière aussi... Oui, ceci étant, la loi, elle est un peu elle-même, elle est caduque du fait de la situation. Et on aura l'occasion d'en reparler puisque le président de la République a invité les Calédoniens, enfin les partis politiques et la société civile à venir le retrouver au début du mois de novembre, si je ne me trompe pas. Oui, puis au-delà de ça, c'est aussi en attendant, parce que beaucoup s'interrogent aussi pourquoi, notamment, le nouveau ministre des Outre-mer n'est toujours pas allé peut-être en Nouvelle-Calédonie, ou en tout cas, ce n'est pas la première destination qui a été annoncée. La population va mal, la société va mal, l'économie calédonienne est dans un état catastrophique. Et là, tout le monde se dit, mais en fait, qu'est-ce que vous allez faire de nous et pourquoi nous ne sommes pas dans les premières mesures d'urgence ? Donc tout ça, oui, nous a beaucoup interrogés cette semaine, et aussi sur le manque de visibilité pour le moment de la parole du nouveau ministre des Outre-mer, que l'on trouve silencieux. Alors il consulte, certes. Il reçoit les élus et il ne souhaitait pas, sauf erreur de notre part, c'est ce qu'il a dit lorsque nous sommes allés couvrir, lorsqu'il a reçu les personnalités ultramarines, qu'il prendrait la parole après le discours de politique générale. Peut-être on entendra la semaine qui arrive ses premiers propos, ou en tout cas il a déjà répondu à quelques QAG. Nicolas, vous vouliez également parler sur le discours de politique générale et peut-être les annonces qui ont été faites sur les Outre-mer. Les annonces ou le manque d'annonces, je ne sais pas trop comment le dire. C'est plutôt que les députés ont réagi de manière assez froide à ce discours de politique générale, de manière quasi unanime d'ailleurs.
en dehors du sujet calédonien, évidemment. Tout à fait. Mais on a le sentiment... Alors, il y a des choses quand même qui ont été dites. Il y a à peu près 3 minutes du discours qui a été consacré à l'outre-mer. On nous parle d'un nouveau SIOM, sauf que le SIOM, ça a été initié le 18 juillet 2023. On se souvient qu'il y avait eu des réunions de suivi, notamment avec Philippe Vigier. Exactement, avec des mesures... Voilà. Plus d'une 70 mesures déjà annoncées, 72 mesures dans le premier. On n'a pas vraiment de suivi, on n'a pas d'infos sur ce qui a été fait. Alors, il y avait le comité de suivi, on nous disait qu'il y avait des choses en cours, etc. C'est pas très transparent, on peut le dire comme ça. Là, on n'a pas tellement de précision sur ce qui va être fait sur ce SIOM. On nous a parlé d'une action sur la vie chère, mais rappelez-vous, Gérald Darmanin l'avait déjà annoncé lors du colloque Les Outre-mer aux avant-postes organisé en février à Paris. Finalement, on ne sait pas trop ce qui va se faire. Il devait y avoir une mission interministérielle. On n'a pas trop de résultats non plus. Donc voilà, on nous dit des choses, mais on n'a pas de choses très concrètes. C'est ce qui ressort notamment dans les propos des députés, de dire OK, en fait, on est toujours dans cette même dynamique. Et ce qui va être intéressant, je pense, c'est les prochaines semaines. La délégation Outre-mer a reconstitué son bureau cette semaine en réélisant Davy Riemann à sa tête. On sent qu'il y a une union, une volonté de faire union, en tout cas, sur pas la totalité, mais la majorité de ces députés pour œuvrer. On se souvient des discours budgétaires des années précédentes, des votes du budget, notamment en 2022, où les ultramarins s'étaient retrouvés presque majoritaires dans l'hémicycle tard le soir. Ils avaient mis en difficulté Jean-François Carenco en votant 200 millions de budget supplémentaires. Finalement, avec le 49.3, il n'y avait que 50 millions qui avaient été conservés. Mais ça pourrait être intéressant de voir la dynamique qui va s'enclencher dans les prochaines semaines autour de ce mouvement des députés ultramarins face à ce gouvernement, qu'ils jugent, en tout cas, à première vue, insuffisant, et ils ont déjà quasiment tous annoncé qu'ils voteraient la motion de censure. Donc ça, ce sera aussi intéressant à voir. On va suivre ça de près. Un dernier mot peut-être sur le discours de politique générale. Valérie, vous voulez peut-être compléter ce que vient de dire Nicolas ? Non, je pense que, comme vous le dites, c'est vraiment des actes qui sont attendus, parce que des paroles, il y en a eu beaucoup, des promesses, des études, des missions... Rapports, des missions de dialogue, des missions flash, enfin, il y en a eu. Et là, effectivement, le SIOM aussi, l'annonce du SIOM qui premier trimestre attendu, 2025, voilà, pour 2025. C'est loin le premier trimestre 2025 au regard des urgences qui sont actuellement là. Donc on sent qu'effectivement les parlementaires, les élus ultramarins vont être très très vigilants. Je trouve que ça donne l'impression surtout que l'outre-mer n'a pas l'air d'être une priorité absolue pour le gouvernement pour le moment. On sait qu'il est focus sur la présentation du budget la semaine prochaine, sur il faut serrer la vis budgétairement, il faut trouver des économies par tous les moyens. Mais en même temps, la question se pose, les outre-mer aussi ont besoin d'investissement, il y a une espèce de sous-investissement depuis des années, il va falloir trouver des solutions, elles sont urgentes. Je ne suis pas sûre que ce soit la priorité du gouvernement. Alors que pourtant, le ministre a retrouvé un ministère de plein exercice. Donc le signal, normalement, était de dire... Voilà, on reprend qu'est-ce qu'il va vraiment... en faire Qu'est-ce qu'il va en faire de ce ministère de plein exercice? Si je peux ajouter un tout dernier mot, il a aussi parlé dans son discours de politique générale d'action pour la biodiversité, pour la géothermie, des choses comme ça. C'est très intéressant. Laboratoire d'innovation, géothermie et éolien. Évidemment, sauf que ce sont des promesses qui nécessiteront des fonds. Des premières projections qu'on a eues, il y aurait une baisse de 10% du budget outre-mer. Donc où est la corrélation entre ce qu'on nous annonce, ce qui va vraiment être fait, quelles actions vont être menées, et ce budget qui est annoncé à la baisse? C'est les questions auxquelles il faudra répondre. On aura l'occasion de revenir dans le débat de cette émission. On continue la revue de presse avec vous, Fanny. Vous avez voulu parler d'un sujet qui n'était totalement différent. Exactement. Octobre Rose, une cause pour laquelle vous êtes engagée. Oui, parce que je fais partie de l'association Amazon, la fédération Amazon. Voilà, vous avez votre petit rose. C'est le mois Octobre Rose. Je ne suis pas en rose aujourd'hui, mais sensibilisation et prévention. Voilà, on n'est pas tous en rose aujourd'hui, mais on aura l'occasion de l'être demain, parce que demain, dans le parc de Vincennes à Paris, il y aura un grand événement qui s'appelle Odyssée. Chaque année, c'est une course ou une marche, ça dépend, pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein, le cancer au féminin de manière générale. Et dans cette foule de petits bonbons roses qui courent partout, il y aura un groupe de femmes aux accents créoles, et d'hommes aussi, ils ne sont pas nombreux, mais il y en a quelques-uns. Ce seront les Amazones. Donc on sera aussi nombreuses qu'on le peut pour pouvoir sensibiliser à cette problématique qu'est le cancer. Et moi, je voulais quand même attirer votre attention sur cette association, sur cette fédération, parce qu'elle existe dans plusieurs territoires d'outre-mer. Tout à fait, elle est très active. La plupart en vrai, sauf certains dont on va parler tout à l'heure. Mais voilà, elle accompagne les femmes qui sont en souffrance, qui sont parfois seules. Elle leur donne un nid, un endroit où elles sont écoutées, où elles peuvent se retrouver entre elles. Et elles existent aussi à Paris, on y pense un peu moins, mais il y a les Amazones Paris qui font beaucoup de choses, qui ont notamment mis à disposition des malades qui viennent d'outre-mer se faire soigner dans l'Hexagone, des appartements relais pour que ça coûte moins cher de se loger, pour qu'elles puissent avoir un endroit. Elles auront bientôt un nid, elles ont lancé un appel aux dons si vous voulez les aider. C'est important aussi de pouvoir aider à financer ce nid où pourront se retrouver les femmes de tous les territoires d'outre-mer qui viennent se faire soigner
à Paris et aussi celles qui vivent à Paris et qui sont ultramarines et qui sont malades. Donc je voulais les mentionner parce que c'est important, parce qu'elles sont un pont entre les territoires et Paris, parce qu'elles sont très très engagées, parce que le magazine sort à l'instant où je vous parle. Exactement. Le magazine des Amazones qui sort une fois par an, dans lequel j'ai le plaisir et le privilège d'écrire. On a une très belle interview cette année, une interview croisée de Teddy Riner et Thierry Henry. Qu'on va tous lire. Lire avec, voilà. Ils ont eu la sympathie de nous répondre. On a en cover girl l'influenceuse Cynthia K qui est très engagée dans la lutte contre le cancer du sein. Je suis sûre que tout le monde connaît Cynthia K. Voilà. En fait, vous pouvez la suivre sur les réseaux si ce n'est pas le cas, parce que ce qu'elle fait est passionnant. Elle est très engagée sur le bien-être et comment manger sainement, comment consommer sainement en évitant les perturbateurs endocriniens, etc. Parce qu'elle a eu un cancer très jeune. Et donc, du coup, elle est très engagée sur le sujet. Si j'ai le temps, je voulais vous parler de 2 territoires où les Amazones ne sont pas. C'est important, allez-y, c'est 2 maintenant. territoires ultramarins qui n'ont pas d'Amazone et qui, jusque-là, n'avaient pas non plus de service de prise en charge pour le cancer. Je pense à Wallis-et-Futuna et Saint-Pierre-et-Miquelon, où l'on recense une trentaine de nouveaux cas par an dans ces 2 territoires. Il y a encore 6 ans, quand on apprenait son cancer sur un de ces territoires, on devait se séparer de sa famille, partir par évacuation sanitaire, aller se faire soigner soit au Canada, soit en Australie pour les territoires les plus proches, et donc vivre ce cancer finalement tout seul, loin de son environnement, alors que c'est vraiment le moment où on a besoin d'être entouré. On devait, je le dis bien au passé, parce que avec à l'ère d'Internet et de Doctolib, aujourd'hui, on a des hôpitaux qui ont pu mutualiser leurs outils, partager leurs expertises. Et donc, le centre hospitalier de Saint-Pierre-et-Miquelon et celui de Wallis-et-Futuna se sont amarrés au centre Jeanne Marquis de Rennes. Et donc, non seulement les patients peuvent être suivis dans leur territoire sans partir, c'est important, mais en plus, ils n'ont plus besoin d'user ou d'abuser, si vous voulez, des évacuations sanitaires. S'il y a moins d'évacuations sanitaires, il y a moins d'argent à dépenser. En 2016, il y a plus de 2 millions d'euros pour près de 300 évacuations sanitaires depuis Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça veut dire qu'on fait des économies, et c'est pas plus mal, parce qu'on revient finalement à notre sujet de départ, qui était les économies, le budget, l'argent qu'on met à disposition. Et donc la boucle est bouclée, tous les chemins finalement mènent au porte-monnaie. Ça passe aussi par la prévention, parce qu'à Wallis-et-Futuna, 60% de la population est en situation d'obésité, qui est un facteur de développement du cancer. Comme quoi, il faut encore investir pour pouvoir économiser ensuite. Très bonne transition. D'ailleurs, on est fiers que vous parliez de cette association Amazon, puisque Outre-mer 360 est fier de la parrainer et voilà. On pourra en parler davantage. Et très bonne transition au niveau des coûts, parce que l'actualité, elle est chargée, politique, comme on a vu, économique évidemment, et nous ne pouvons pas éviter cette thématique au cœur de nos échanges. C'est pourquoi nous avons demandé à Yvan Audona, président de l'IEDOM et directeur général de l'IEOM, de bien vouloir se prêter au jeu de questions-réponses. Bonjour Yvan Audona. Bonjour. On rappelle que vous êtes le président de l'IEDOM et directeur général. Quelques mots sur votre parcours, parce que c'est important que le public sache qui vous êtes. Vous êtes diplômé de l'université Pierre et Marie Curie, de l'université Harvard, de l'École nationale de la statistique et de l'administration économique. Vous avez intégré la Banque de France en 1988. En 2000, vous avez été nommé chef du service d'études sur les économies étrangères avant de rejoindre la direction générale des opérations comme adjoint au directeur de la stabilité financière. 4 ans plus tard, en 2007, vous êtes devenu chef économiste de l'agence France Trésor. À votre tour à la Banque de France, vous avez occupé le poste d'adjoint au directeur des études des relations internationales, puis celui de directeur des risques des opérations. Depuis 2014, vous étiez adjoint au directeur général de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France. Est-ce que nous avons bien résumé votre parcours ? C'est très fidèle. C'est très impressionnant. Avant d'aller plus loin, peut-être rappeler le rôle de l'IEDOM et de l'IEOM. Alors, l'IEDOM, l'IEOM, ce sont des acronymes qui peuvent sembler un peu étranges à beaucoup de personnes dans la rue. Pour dire les choses de façon simple, ce sont les banques centrales de l'outre-mer. Alors, la Banque centrale, c'est l'entité qui veille à la stabilité des prix et qui assure le bon financement de l'économie. Concrètement, dans les territoires d'outre-mer où la monnaie qui circule, qui est utilisée tous les jours pour payer, est l'euro, ceux de l'océan Atlantique, ceux de l'océan Indien, nous sommes l'IEDOM. Dans les territoires du Pacifique où la monnaie qui est utilisée est le franc Pacifique, nous sommes l'IEOM. Très bien. Alors c'est la même entité à la fin. Oui. Il se trouve que je fais le lien entre les deux parce que je couvre les deux organismes que je dirige, mais ce sont 2 entités juridiquement différentes et avec des modalités d'action qui sont également différentes. Peut-être juste en quelques mots, l'état actuel des économies des territoires et des départements des Outre-mer, pour qu'on puisse tout de suite aborder cette problématique de vie chère. En quelques mots, comment vous pouvez résumer la situation ? Alors,
les territoires que les deux organismes dont j'ai décrit rapidement les fonctions couvrent sont au nombre de 11. Donc, vous voyez, ça fait une grande diversité, 3 océans. Je dirais qu'il y a 2 extrêmes. Vous avez d'un côté la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, où l'économie est à l'arrêt, pour les raisons que nous connaissons depuis malheureusement trop bien. De l'autre, vous avez la Polynésie, toujours dans la même zone, qui est une dynamique assez vertueuse. Au sortir de la pandémie, les touristes sont revenus et la Polynésie continue toujours d'attirer aujourd'hui une fréquentation touristique record, touristes essentiellement venant d'Amérique du Nord. Et puis entre les deux, vous avez l'ensemble des autres territoires avec des situations un peu différentes. Typiquement, Mayotte et la Guyane sont des territoires où l'activité est un peu plus faible. Mais sur la période récente, il y a une forme de reprise tirée par le secteur du bâtiment travaux publics. Ailleurs, on est plutôt dans une phase de ralentissement de l'activité avec une projection sur... je vous donne là des constats faits à la fin du 2e trimestre de cette année, une projection sur le 3e trimestre qui n'est pas non plus très, très porteuse. Et c'est un ralentissement. Je ne parle pas de baisse d'activité, de ralentissement, c'est-à-dire que l'activité progresse moins vite, mais quand même, ça a des répercussions sur le marché de l'emploi en particulier. C'est un ralentissement qui concerne tous les secteurs d'activité, le commerce, la construction, le tourisme. Voilà, on a dépeint un petit peu la situation. Alors justement, vous avez vu, on en a parlé, les territoires crient tous sur la problématique de vie chère, à la Martinique, en Guadeloupe et ailleurs. Donc on connaît un petit peu les raisons, on en a listé, peut-être vous pouvez les rappeler, l'éloignement, les coûts de matériaux, on a eu l'inflation, peut-être rappeler les... Très rapidement, juste pour mettre en perspective les prix, en fait, il y a 2 façons de regarder le sujet. Vous avez la variation des prix, ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation outre-mer, elle ralentit comme elle ralentit sur l'ensemble de la France et dans la zone euro. Donc, les différents territoires sont bien embarqués dans ce mouvement. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai côté zone euro, c'est encore plus vrai dans le Pacifique. Vous avez des taux d'inflation aujourd'hui, en moyenne, qui sont inférieurs à 2%. Bon. Donc ça, c'est une chose. Le sujet qui intéresse, qui interroge et qui effectivement provoque aujourd'hui beaucoup de débats, c'est celui du niveau des prix. Et là, l'affaire est un peu différente. La façon dont on regarde le sujet, c'est en comparaison avec les prix des biens de consommation dans l'Hexagone. L'INSEE a donné cette photo sur la base des prix de l'année 2022 et qui montre des écarts alors qui varient entre 9% à La Réunion jusqu'à plus de 40% dans le Pacifique. Voyez. Donc, sur l'ensemble du panier de biens de consommation, et quand vous centrez l'analyse sur les produits alimentaires, les écarts sont encore beaucoup plus importants. Donc ça suscite beaucoup de crispation. Et les facteurs que vous avez évoqués, effectivement, ils sont justes, on peut les rappeler. Moi, j'aurais tendance à les regrouper en 2 catégories. Toutes ces économies dont on parle, c'est ce qu'on appelle dans le jargon des économistes de petites économies. Et en fait, les territoires d'outre-mer, sous cet angle-là, ont beaucoup de semblables. Bon. Et quand vous êtes dans des petites économies de cette nature, en fait, vous avez une double difficulté. Vous avez des petits marchés qui rendent difficile le développement d'une production locale rentable. Et vous êtes également éloigné des grands centres d'approvisionnement, des grands marchés. Donc ça, ce sont des problématiques, des constats qui sont de nature à susciter des prix plus élevés si les biens que vous consommez doivent être importés. Dans le cas des territoires d'outre-mer, vous pouvez ajouter 2 autres facteurs qui se rejoignent. Le fait que ces biens d'importation importés, ils viennent de loin, ils viennent majoritairement de l'Hexagone, dans une proportion qui varie selon les territoires, mais c'est ça la trame qui les relie tous. Et le corollaire de ce type de flux assez vertical, en fait, c'est qu'il y a une très faible intégration dans les bassins régionaux.
Donc vous mettez tout ça bout à bout, vous vous retrouvez avec une difficulté en fait quand vous voulez consommer et que vous ne produisez pas ces produits localement, ces produits vous les faites venir à l'extérieur et ça vous coûte cher. Et vous les faites venir de très loin surtout. C'est ça. La problématique des bassins régionaux, est-ce qu'aujourd'hui on avance ou vous avez l'impression, vous, que les opérateurs économiques avancent sur cette question de favoriser effectivement alors, ce qu'on appelle l'autonomie alimentaire, mais en plus un marché ouvert d'abord sur le rayonnement régional qui serait tellement plus logique et moins coûteux surtout? Alors les chiffres peuvent paraître assez déprimants. En fait, j'ai parlé d'importation. Quand l'insertion régionale, c'est les flux de ce qu'on importe et ce sont aussi les flux des biens ou des services qu'on exporte. Du côté exportation, c'est extrêmement faible, pour ne pas dire négligeable. Donc il y a une base productive aujourd'hui qui non seulement ne permet pas d'exporter, mais ne suffit même pas à satisfaire la production locale. Vous évoquiez la question d'autonomie alimentaire. Prenez un territoire comme la Martinique, pour vous donner un exemple, sur la plupart des productions agricoles, animales, végétales, vous avez à peine 30% de la consommation locale qui est couverte par... C'est simple, la Martinique n'est autonome que pour les œufs. Il n'y a que sur les œufs qu'elle est autonome. Pour tout le reste... Alors c'est une constante qu'on trouve un peu partout. Oui, exactement. Produire des œufs, c'est... Production d'œufs, avec la contrainte du chlordécone qui fait qu'on doit faire attention où on met les poules. Vous avez tout à fait raison. Donc, ça, c'est la Martinique. Dans d'autres territoires, la situation est plus favorable, à La Réunion, en Guyane, et même dans une certaine mesure également à Mayotte. Là, vous avez donné quand même les freins, en tout cas les difficultés. Passons quand même aux solutions, parce que vous en avez quand même déjà donné dans vos études quelques pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puisque finalement, Nicolas l'a rappelé avant l'émission, des rapports, et même Valérie, des rapports, le panier, le BQP aussi, il y a des propositions, des solutions qui ont été amorcées. Que faut-il faire pour en sortir de cette problématique de vie chère? Même certains territoires, comme la Martinique, avaient proposé la suppression de 54 produits, enfin la suppression de l'octroi de mer, ou du moins son exonération. Sur 5. Voilà, pour l'instant, à l'heure où on vous parle, elle a été retirée de la liste lors de la plénière d'hier, n'est-ce pas Nicolas, si tu peux m'interrompre, en tout cas me confirmer. Elle a été retirée en attente de la décision du gouvernement, mais finalement, c'est pas un petit peu on est un petit peu dans un cercle, on revient à la boucle de départ. Que faut-il faire? Je crois que vous avez énoncé sur des propositions concrètes pour faire une évolution de l'économie des Outre-mer. C'est vous qui parlez de cette révolution ou évolution? J'en parle volontiers. Si vous me laissez un tout petit peu de temps. Écoutez, il n'y a pas de baguette magique. La première étape, c'est de comprendre. Alors, ce qu'on peut faire, là je me réfère à un travail qui a été fait par l'autorité de la concurrence dans un rapport, c'est un rapport publié en 2019, qui permet de comparer le prix de biens de consommation vendus en supermarché au regard de tout un ensemble de facteurs. Vous voyez, vous regardez le prix de ce bien qui est vendu en supermarché, je dirais un peu moins de 50% du prix. C'est le coût auquel vous l'avez acheté, on parle bien d'un bien importé, donc au producteur initial. Et ensuite, vous avez toute une cascade de coûts qui viennent s'ajouter. Une cascade de coûts qui correspondent à l'intervention de nombreux intermédiaires. Donc, je dirais, c'est un peu le début des ennuis, si vous voulez. Donc, vous avez des grossistes importateurs. Ensuite, ces produits, ils arrivent et ils sont acheminés effectivement essentiellement dans tous ces territoires par voie maritime. Donc, vous avez des transporteurs. Vous avez tout ce qu'on appelle les frais d'approche qui correspondent en fait aux frais induits par l'acheminement dans les ports et puis toute la manutention. Vous ajoutez des éléments de fiscalité comme l'octroi de mer. Et puis une fois que votre produit est arrivé localement, ensuite vous êtes distributeur. Pour le vendre, vous embauchez du personnel, vous avez des coûts de stockage, vous avez différents frais d'installation. Et vous voyez, donc toute cette cascade d'intermédiaires vient ajouter au prix auquel vous avez acheté votre produit initialement. Donc j'ai commencé par cette petite analyse pour essayer d'identifier, je crois que c'est important, où on peut agir. Alors ça, c'est la démarche qui a été entreprise, notamment en Martinique, autour du préfet, avec l'ensemble des parties prenantes dans toute cette chaîne. Et donc, du coup, ça correspond aux pistes de solutions que vous avez entendues, ou si vous êtes
la collectivité territoriale qui fixe les taux d'octroi de mer, vous vous engagez à intervenir pour réduire le coût lié à ce facteur-là. Si vous êtes le grossiste importateur, vous vous engagez à limiter vos marges, etc. Vous voyez la logique. Alors, toute cette démarche, elle a du sens. Je pense qu'il faut la mener. C'est important que les acteurs autour de la table arrivent à s'entendre. Mais il faut être clair. Là, on est dans des réponses de court terme, des réponses d'urgence. Et des réponses, en fait, qui s'inscrivent dans un cadre d'action qu'on pourrait appeler des accords de modération des prix, où les différentes parties prenantes s'engagent de façon à faire en sorte que le prix des biens qui sont mis en vente dans les supermarchés, au centre de l'analyse sur les produits alimentaires, ne dépasse pas un certain plafond. Donc ça a du sens, ça répond à des situations d'urgence, mais ça ne marche que si c'est temporaire. Parce que, évidemment, si tel ou tel intervenant renonce à une partie du revenu que lui procure toute cette chaîne, il ne va pouvoir le faire que sur une durée limitée. D'ailleurs, les communes ne sont pas tellement favorables à cette proposition. Alors justement, j'avais une question moi, sur l'octroi de mer singulièrement. On sait que les communes, les collectivités territoriales, ils sont très attachés. On l'a entendu ces derniers mois avec l'annonce de la réforme par le gouvernement. À quel point ça joue en fait cet octroi de mer dans le prix? Alors, je sais que l'AFP a fait une dépêche récemment qui a été reprise par beaucoup de médias nationaux, ce qui a un peu agacé outre-Atlantique, parce qu'ils voulaient focaliser dessus, ce que je peux comprendre. Mais effectivement, à quel point ça joue? À quel point ça pèse justement sur les prix qui sont pratiqués en Outre-mer? C'est un sujet qui énerve et pour cause. C'est la ressource essentielle de bon nombre de communes ou de collectivités. Donc on peut comprendre que vous n'avez pas envie de vous priver de vos ressources qui sont essentielles à l'action publique que vous menez. Bon. Donc là aussi, je pense qu'il faut bien comprendre ce dont on parle. L'octroi de mer, c'est une vieille taxe héritée des colonies, initialement pour taxer comme un droit de douane les marchandises importées. Oui, et puis au fil des ans, sa finalité, sa portée a évolué. Cette taxe aujourd'hui ne frappe plus seulement les produits importés, mais aussi les biens produits localement. Pour des raisons un peu d'équité, mais à des taux différents. Donc on est toujours dans une logique où vous avez une taxe qui tend à protéger la production locale. Quelle est la difficulté? Vous avez quelques aberrations, c'est-à-dire des taxes, des taux d'octroi de mer qui sont appliqués à des biens importés, certes, mais qui n'ont pas l'équivalent. Donc on peut se dire que sur ce type de biens, on pourrait réduire, voire supprimer l'octroi de mer, puisqu'il n'est plus dans sa vocation de protection de la production locale. Les autres difficultés tiennent, je dirais, aux modalités opérationnelles de mise en œuvre et de collecte de l'impôt. La fixation des taux à la main des collectivités locales, ce qui est normal, hein, c'est leur droit, mais d'une façon assez hétérogène, sans calendrier clair. Je pense que c'est important de donner des repères aux entreprises qui sont susceptibles d'être assujetties, dont l'activité est susceptible d'être assujettie à cette taxe, pour qu'ils sachent comment organiser leur projection financière. Si les taux changent de façon inopinée ou hétéroclite, sans que cette projection soit possible, ça complique la vie du chef d'entreprise. Donc ça, il faut en être conscient. Les taux ne s'appliquent pas à tous les produits parce que vous avez des listes d'exonération qui sont à la main des collectivités. Donc là aussi, c'est important que ces exonérations soient fixées de façon cohérente. Donc au total, moi, l'analyse que je ferais, c'est que il ne s'agit pas de priver les collectivités d'une ressource essentielle, il s'agit de mieux l'organiser. En fait, si on pense à l'octroi de mer comme un outil de protection de nature à faciliter l'émergence d'une production locale, ça n'est pas aberrant. Il y a plein de pays ailleurs dans le monde, en Asie et l'Asie émergente, à procéder de cette façon pour protéger l'essor des industries locales. Il faut le faire de façon plus globale. Il faut que ça s'insère dans une politique commerciale d'ensemble.
qui n'est pas juste une politique de droit de douane, mais avec une politique d'investissement. Vous parliez tout à l'heure, Fanny, de l'insuffisance de l'investissement outre-mer. Enfin, on pourra oui, bien sûr, c'était une des mesures que vous souhaitiez. Sur les solutions de long terme. En fait, c'est cette approche globale, à mon sens, qu'il manque et qu'il faut articuler. Mais est-ce que ça joue vraiment, parce que c'était quand même la question initiale, sur le prix? Est-ce que ça a un poids vraiment important sur les prix, sur la vie chère? Dans la décomposition que je vous ai présentée, issue de ce rapport de l'autorité de la concurrence, l'octroi de mer est identifié comme un facteur du prix final à hauteur de 7%. Donc 7%, c'est le taux moyen. Donc ça pèse, c'est mécanique. Mais vous parlez de la concurrence, l'autorité de la concurrence en l'occurrence, mais ce mot de concurrence, il est important. La question que je me pose, moi, c'est si on avait davantage de concurrence, ne serait-ce que par exemple sur les transporteurs, ne serait-ce que sur les types d'enseignes, c'est beaucoup les mêmes grands groupes qui détiennent finalement les supermarchés, les grandes enseignes dans les territoires d'outre-mer. Est-ce que s'il y avait davantage de diversité, et donc peut-être une veille plus sévère aussi sur ces marchés et la façon dont ils sont répartis, est-ce que ça aurait permis de faire baisser les coûts? Un marché qui se porte bien et qui est très diversifié, finalement, ça entraîne mécaniquement une baisse des prix. Je partage votre constat et votre analyse. En fait, nous sommes dans la suite du constat initial que je faisais sur l'étroitesse des marchés. La conséquence de cette étroitesse des marchés fait que vous avez une situation qui favorise l'existence de monopoles ou de duopoles. Donc, quelques entreprises qui dominent le marché parce que, dit de façon un peu plus triviale, il n'y a pas de place pour tout le monde. Ça a ses limites, évidemment, puisqu'il faut éviter que ça ne débouche sur des situations abusives, des surmarges. Donc ça, c'est tout le travail de l'autorité de la concurrence. Est-ce qu'on ne devrait pas justement serrer la vis davantage et mettre des règles plus strictes pour s'adapter au marché, à l'étroitesse de ce marché ? Valérie, vous aviez une question? Oui, l'autre question, c'est aussi, est-ce que la complexité de la réflexion sur toutes ces questions de développement économique, de cherté de la vie, etc., n'est pas due à l'extrême hétérogénéité des territoires? Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui qu'on arrivera à une politique de développement économique quand on voit, par exemple, notamment dans la zone Caraïbe, qu'y a-t-il de commun dans le développement économique, dans les taxes, dans les ressources des collectivités locales, entre Saint-Barthélemy, entre la Martinique? Quand on va dans la zone Pacifique, entre Wallis et la Polynésie, les différences sont tellement énormes, les méthodes d'approche, la concurrence sont tellement énormes. Comment aujourd'hui on peut se dire qu'on ne pourra pas faire une différenciation du développement économique beaucoup plus prononcée qu'elle ne l'est, et que c'est illusoire de penser à des réflexions, suppression de l'octroi de mer sur tous les territoires, enfin, d'avoir cette homogénéité. Ben oui, parce que ça semble complètement... Monsieur Audonat? L'hétérogénéité, elle est historique, elle est géographique, elle est climatique, elle est physique. Donc, l'économie s'en répercute. On ne peut pas la contester. En revanche, quand on parle d'économie, en fait, tous ces territoires se ressemblent parce qu'ils sont des économies qui sont toutes construites sur le même modèle. C'est un modèle où vous avez une activité où la croissance est tirée par la consommation de biens importés venant de très loin. Le corollaire de ça, ou en creux, ce que ça traduit, c'est un manque d'investissement, un sous-investissement. Vous comparez les taux d'investissement privé, du productif, du secteur privé, des entreprises, dans des territoires d'outre-mer à ce qui sont dans l'Hexagone, vous faites le constat que vous êtes très largement en dessous de ce qui se fait dans l'Hexagone. Très bonne transition, justement, pour revenir justement aux propositions, puisque dans une des propositions que vous faites, c'est qu'il faut que les entreprises réinvestissent plus en local. Donc c'est l'occasion, puisque le temps nous est imparti, d'aller justement sur des propositions d'évolution de ces économies. Alors, et de comment...
finalement à répercuter le coût sur la vie chère. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de baguette magique. Évidemment, c'est très difficile, mais c'est important, à mon sens, d'avoir les idées claires et quelques axes d'action. Il ne faut pas se disperser. Il faut des priorités. Donc, investir, très bien. Alors, avant d'en venir à l'aspect du financement, très rapidement, les priorités. On peut en débattre, mais je pense qu'il y a 3 secteurs, à mon sens, qui sont incontournables. On a parlé d'autonomie alimentaire. Donc, c'est une aberration de ne pas s'organiser de façon à structurer les filières agricoles et arriver à un taux de couverture des besoins alimentaires locaux qui soit bien plus satisfaisant que ce n'est le cas aujourd'hui. Avec des contraintes sévères, la pollution, le manque de foncier, etc., qui ne facilitent pas les choses. Mais... oui. Je retournerai la problématique. Ce que vous appelez contrainte, moi j'appelle ça des atouts si on s'en donne les moyens. Le foncier est là, donc il faut poser. Ce sont des obstacles parce que on a un certain nombre de barrières, mais je veux dire le potentiel est là. Donc il faut trouver la bonne façon de l'exploiter. Absolument. Accepter de diversifier aussi ce foncier, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les acteurs. Donc il faut lever ces obstacles, absolument. Là on est dans les conditions qui permettrait. Mais je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir sur l'objectif. Mon point. Deuxième objectif, c'est rendre ces territoires beaucoup mieux connectés. Ce n'est pas une fatalité. Ce sont des petits territoires, des territoires insulaires ou enclavés comme la Guyane. Ça n'est pas une fatalité. C'est un constat qu'on fait, mais quand vous prenez des territoires comme la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, où vous avez des installations portuaires déjà de bon niveau, il faut continuer d'investir massivement, je dirais. Bon, vous avez la même problématique dans le secteur aérien et quand on parle de connectivité, dans le secteur du numérique. Ce que la Réunion a réussi à faire en fibrant son territoire au point que c'est un des territoires les mieux fibrés au plan national, je ne vois pas ce qui empêcherait les autres territoires de le faire. Mayotte s'apprête à suivre le même chemin, pour vous dire. Donc, on parle de potentiel et de choses qui sont apportées. Le troisième secteur, alors c'est la plus grande aberration, c'est le secteur de la transition énergétique. Aujourd'hui, si vous enlevez la Guyane, la quasi-totalité des territoires, le mix énergétique est constitué à plus de 70%, 80% d'énergie fossile, c'est aujourd'hui une aberration. Donc, vous avez des projets pour passer à du 100% renouvelable. Je crois que la Réunion a annoncé y être à la fin de l'année. Il faut bien s'assurer de tout ça et conserver ses acquis dans la durée. En tout cas, y arriver. Tout ça, c'est apporté. Ce sont autant d'investissements et autant d'emplois qui sont à créer. Alors, sur la question du financement, en réalité, je pense que ce n'est pas un problème de financement. Vous avez du financement public, vous avez du financement privé. Quand on parle financement, on pense toujours au financement public. Donc, il faut que l'État intervienne, il faut que le ministère débloque des fonds. J'ai envie de dire, commençons déjà par bien utiliser les fonds qui sont à disposition. L'Europe donne accès à on sait qu'il y a la Réunion est la bonne élève et les territoires de vous connaissez très bien la problématique. Exactement. Donc, on renvoie les franchement, balayons d'un peu devant nos portes et organisons-nous pour que ces fonds soient mieux utilisés. Ce que l'Europe centrale ou l'Europe de l'Est, qui est dans l'Union européenne, a pu faire. Ou un autre RUP comme Madère, avec les énergies renouvelables, recouvert l'ensemble des toits avec du photovoltaïque, avec l'argent de l'Europe, sans dépenser un euro. Cet argent est là, utilisons-le. Il est fait pour ça. Donc, ça, c'est l'argent. L'enjeu se pose aussi sur les échanges régionaux. On a évoqué la semaine dernière lors du congrès des régions. Développer des filières de transformation agricole sur ces territoires et faire en sorte de ramener des produits venant des voisins pour les transformer. Ça, avec les normes européennes. Absolument. En fait, la problématique de l'intégration régionale, c'est d'abord une problématique de production. Il faut avoir des choses à vendre. Et puis, vous avez intérêt à importer, ne serait-ce que, par exemple, ça peut sembler une aberration, mais vous importez des tomates de l'Hexagone. Vous pouvez les importer de plus près, ou du lait en Nouvelle-Calédonie, plutôt que de l'importer de l'Hexagone, vous pouvez l'importer de vos voisins, ça vous coûtera moins cher. Donc, toutes ces problématiques-là se pose aussi la question... Se pose aussi la question des normes européennes. Parce que pour le coup, on peut importer depuis son voisin s'il est français, s'il est européen, mais aller importer de chez le voisin s'il est d'une autre nationalité, c'est pas forcément toujours évident. C'est la problématique du marquage qu'on a abordé justement, Nicolas le dit,
L'Europe doit avoir de l'ouverture sur ces questions. Vous avez compris que j'aime bien toujours regarder le verre à moitié plein. Et donc, je le vois comme un potentiel. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, vous avez raison. Ces difficultés existent aujourd'hui. Comment en sortir ? Eh bien, je crois qu'il y a un effort à faire et dans l'administration centrale, je crois que ce sont des idées qui font leur chemin pour mieux intégrer les territoires d'outre-mer dans les accords de pays tiers, faire en sorte que les problématiques des différents territoires soient bien prises en compte lorsque l'Union européenne signe des accords de pays tiers avec un certain nombre de pays. On parlait de Saint-Pierre et Miquelon tout à l'heure. C'est typiquement le cas avec les accords qui existent avec le Canada. Encore une fois, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais c'est un effort, une démarche qui est à structurer. Et pour la structurer, il faut être au clair, il faut se donner des priorités, il faut inscrire l'action dans la durée. C'est ça la difficulté. Quand on a des alternances d'élus, de groupes politiques qui font et défont ce que font les uns et les autres, justement, vous devez observer ça, effectivement, avec les leviers que l'on peut avoir, mais la confiance des marchés, ok, multiplier les investissements, mais les investisseurs, il faut les rassurer sur l'endroit où ils vont pouvoir investir, les aides qu'ils vont pouvoir avoir et la confiance des marchés. On s'installe pour combien de temps avec justement, comme vous dites, la succession des politiques qui se font sur les territoires, ça a de quoi perturber un peu les opérateurs économiques. Absolument. Il y a un vrai enjeu d'attractivité quand vous comparez la part des investissements directs étrangers en Outre-mer à ce qu'elle est dans l'Hexagone. On est à minima moitié moins que dans l'Hexagone, au mieux. Vous voyez. Donc il y a un énorme potentiel. C'est une question d'attractivité. Qu'est-ce qui donne confiance ? On parlait de la fiscalité. Voilà. Fiscalité on va peut-être alors résumer un peu les... La réglementation, c'est important dans le domaine de la concurrence, dans le domaine fiscal. Vous avez les enjeux liés au délai de paiement. Totalement, qui touche beaucoup d'entreprises dans les Outre-mer, comme dans l'Hexagone, fortement marqué dans les Outre-mer. La France n'est pas exemplaire dans ce domaine. Les entreprises françaises ne sont pas exemplaires dans ce domaine. Le secteur public français ou le secteur public local ou hospitalier n'est pas exemplaire dans ce domaine. Il se trouve qu'en Outre-mer, c'est pire. Bon, donc ça, ce sont des pistes pour l'action. Il y a des choses très concrètes à faire. Et ça ne dépend de personne d'autre que des collectivités locales, par exemple. Pour prendre... Donc, et l'enjeu, il est énorme pour la trésorerie des entreprises. Je vous donnais un chiffre, je crois que c'est un ordre de grandeur qui interpelle sur l'ensemble des territoires. Si l'ensemble des entreprises et des acteurs payaient leurs fournisseurs dans les délais, ça serait un gain de trésorerie pour les entreprises de l'ordre de 800 millions d'euros, c'est-à-dire c'est l'équivalent de la dépense fiscale de l'État en Outre-mer pour soutenir l'investissement. Donc c'est ça l'enjeu. Alors en résumé, peut-être quelques mots sur cette partie, là, sur cette question de vie chère, résumer quelques propositions, parce que j'attire votre attention, mes chers consoeurs et confrères, que nous avons dépassé un petit peu le temps pour la vie chère et que justement, ce qui est intéressant, merci à vous, on a pu finalement l'étendre et en faire le débat du mois. Voilà. Donc c'est très bien. Donc du coup, peut-être vite pour conclure cette partie sur une dernière question sur la vie chère, ou peut-être vous-même, vos propositions, parce que vous avez commencé à l'aborder. Alors, très vite, moi je crois qu'il faut une démarche phasée, tout de suite l'urgence, répondre aux attentes des populations, éviter une forme d'exaspération. Vous disiez que les attentes étaient fortes, il faut y répondre. Donc, aller très vite sur les accords de modération, que les parties s'engagent vraiment, c'est possible. Mais il faut ensuite compléter, même en parallèle, amorcer une démarche qui vise à renforcer les conditions de la concurrence, donc donner plus de moyens en matière de réglementation de la concurrence, aller, à mon sens, au bout de la démarche et de la réflexion sur la fiscalité, une fiscalité mieux ordonnée, mieux maîtrisée, donc ça c'est important. Aller assez vite aussi, en tout cas donner des solutions qui existent localement, concrètement, sur la réduction des délais de paiement, et puis développer l'approche de long terme pour structurer la démarche d'investissement dans 3 domaines, l'alimentaire, la connectivité portuaire et aérienne et la transition énergétique. Voilà.
Eh ben, on va retenir ces 3 propositions, si vous en êtes d'accord. Et ça a fait aussi le débat du mois. Peut-être juste l'occasion, pendant cette transition, de revenir peut-être pour nous préciser un sujet sur lequel vous avez suivre chacun d'entre vous, puisque nous avons entendu le discours de politique générale et on a entendu également les députés attirer notre attention après les problèmes de vie chère, violence, sécurité des territoires. Quel est le sujet que vous allez suivre, Nicolas ? Je pense qu'on va enchaîner assez rapidement sur les budgets. La semaine prochaine, dès le 7. Ce qui va se passer. Fanny, peut-être un sujet qui vous intéresse également ? L'immigration, la question de Mayotte, la question de la Guyane aussi, et de voir un petit peu comment Bruno Retailleau va réussir à régler un problème qui dure depuis longtemps. On verra si ça donne quelque chose. Parler, c'est bien, agir, c'est mieux. Très bien. Et Valérie ? Également, les 2 mêmes sujets. Voilà, je pense que c'est au cœur des questions. Et puis aussi, surtout, et là on commence à voir... ça a un lien avec l'économie aussi, au pilier de développement économique des territoires. Il y a la période touristique qui commence notamment sur la zone anti-Caraïbes, etc. Et beaucoup déjà d'opérateurs touristiques commencent à s'inquiéter en disant, voilà, quand il y a des mobilisations sociales, les répercussions que ça a sur le tourisme. Et voilà, ça aussi, on va suivre ça de près. Et la question du prix des billets d'avion. Exactement. Donc, beaucoup de problématiques que nous allons suivre avec les ultramarins d'abord, avant les touristes. Avant une actualité très chargée qui nous fait, en tout cas, bien débattre entre nous. On remercie Monsieur Yvan Odona. Merci beaucoup. On va vous retrouver encore prochainement dans de nouvelles actualités et peut-être également dire au public qui nous écoute que l'IEOM est aussi un acteur engagé car il participe à de nombreuses actions auprès du public, comme les journées nationales d'action de lutte contre l'illettrisme, récemment en Guadeloupe et dans d'autres territoires. Donc merci à vous et à très vite. Et je vais donc appeler notre journaliste, et vous allez céder votre place à notre journaliste Jean Fahato, qui va nous rejoindre pour une actualité internationale assez surprenante. Et donc, vous faites le changement de place. Merci beaucoup. Merci à vous. Et ça va être le focus du mois. On va retrouver Jean Fahato avec le focus du mois, qui va venir nous parler de ce missile chinois lancé dans la nuit du mardi au mercredi 25 septembre, qui a atterri tout près de la ZE2 polynésienne, à quelques kilomètres des îles polynésiennes finalement. Et que s'est-il réellement passé ? Et surtout, pour la petite anecdote, on l'a appris après coup. On l'a appris après coup, oui. Il y a eu une dépêche, c'était un mercredi matin, annonçant ce tir chinois au-dessus du Pacifique. C'était la première fois depuis 1980. Et le soir, on nous contacte en disant est-ce que vous avez vu ce missile qui est tombé juste à côté de la Polynésie ? Alors c'est le chercheur Sébastien Philippe qui a pour nous retranscrit donc la zone en prenant les coordonnées de la notification internationale envoyée à tous les pays, à tous les navires, à tous les avions que la Chine a préparé en amont. Et on voit effectivement que cette zone, elle mord quasiment. C'est dans la zone internationale, mais elle mord quasiment sur la ZE Polynésie, donc française. Voire à quelques kilomètres même, enfin une centaine de kilomètres, on est à peu près 700-800 kilomètres à l'ouest des îles Marquises et moitié moins environ des îles Tuamotu, au nord des Tuamotu. Et en fait, quand on dézoome un peu, il y a plusieurs questions qui se posent, notamment pourquoi ce choix, pourquoi cette zone ? Pourquoi la Chine a choisi de faire atterrir son missile, alors avec une ogive factice, mais tout près de la Polynésie. Et la première question, donc pourquoi cette zone ? Et quand on dézoome un peu, on remarque qu'en fait c'est un couloir d'eau internationale entre la ZEE Kiribati et la ZEE Polynésie. Et il y a peut-être un besoin en fait de précision de la part de la Chine. Elle teste ses missiles. Jusqu'ici, c'était au-dessus de son espace aérien, donc en Chine continentale. Là, elle est allée beaucoup plus loin. Et il y a peut-être un besoin de précision. En tout cas, ce n'est pas pour embêter la Polynésie. Il n'y a aucun problème entre les autorités polynésiennes ou même françaises avec la Chine. La France est une puissance de la région, mais une puissance entre guillemets secondaire qui reste un peu en périphérie du jeu entre les États-Unis et la Chine. Et la deuxième question, c'est quelle réaction de Paris ? Ça a surpris beaucoup de monde sur place, y compris les autorités polynésiennes. Je parle du gouvernement local. Le président qui n'était pas informé. Qui n'était pas informé, ni même les autres partis. Et quelle réaction de Paris ? À ce jour, on n'a toujours pas de réaction de Paris. À part un petit communiqué et une réaction du ministère des Armées nous avons interrogé, qui a juste récapitulé les faits actuels. Le fait que la France
savait elle était au courant via, en tout cas ça c'est sûr, via la notice internationale qui a été envoyée aussi aux Philippines, en tout cas à tous les pays qui avaient au-dessus d'eux ce missile, parce qu'il y a toujours des débris qui peuvent tomber dans l'eau, et c'est pour ça qu'on prévient les avions, on prévient les navires. Mais est-ce que, au même titre que les États-Unis, au même titre que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, est-ce que les ministres ou les ministères en France ont été prévenus? Je pense aux affaires étrangères ou aux armées. Alors, il y a aussi un contexte de politique intérieure. C'était juste après la nomination du nouveau gouvernement, donc les équipes n'étaient pas tout à fait installées. Donc voilà, il y a une question. Mais il y avait une continuité de service. Pour le coup, le ministre des Armées est en place. Voilà. Il est en place. Ça n'a pas bougé. La seule, peut-être rappeler quand même que dans les procédures de missiles balistiques ou pas, en fait, il y a une norme, on doit prévenir. Et dans les normes, visiblement, nous, on a interrogé, Outre-mer 360 a interrogé le ministère des Armées, qui a indiqué que les normes ont été respectées puisqu'ils ont été prévenus. Ils ont été prévenus. Maintenant, la proximité est telle qu'il faut quand même aller un peu plus loin. Les États-Unis, le ministère des Armées aux États-Unis ont été prévenus personnellement. Donc, est-ce que la France a été prévenue ? Et qu'est-ce que la France fait aujourd'hui pour protéger la Polynésie? Alors, rappelons que... Je crois que le sénateur Teva Rohfritsch a posé une question. Alors, il a posé une question. Il a dit, mais ça semble passer complètement inaperçu, cette histoire, c'est quand même pas rien. Ça a beaucoup fait parler aux États-Unis. On est en pleine campagne électorale et évidemment, les relations avec la Chine font partie du jeu politique américain. Donc, on en a beaucoup parlé aux États-Unis, on en a beaucoup parlé en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais en France, en tout cas, pas encore. Il semblerait, selon le poste du député de la Polynésie, Moereni, voilà, qu'une communication du ministère des Armées serait bientôt... ils vont arriver à la communication. Le poste date de mardi, nous sommes vendredi. Et nous attendons la communication. Nous-mêmes, nous sommes en lien avec eux, nous attendons cette communication. Mais en tout cas, il faut dire que ça a quand même touché les Polynésiens. C'est normal. Et vraiment. il faut savoir aussi qu'il n'y avait aucun lancement depuis 1980. Et puis, rappelons que Jean Fahato est polynésien et donc a réagi à la minute même sur les rédactions d'Outre-mer 360. À 10h, j'ai reçu un message me disant « Je prépare le sujet ». Il a contacté les chercheurs et le sujet était directement là. Mais c'était pour la petite anecdote. Ça touche quand même quelque chose, une histoire que tu peux rappeler, Oui. Je sais pas, après là, c'est plus vraiment le journaliste qui parle, mais voilà, il fallait quand même. C'est vrai que quand on est là-bas, et je pense que c'est pareil dans tous les Outre-mer, on se sent un peu à l'écart des dangers. On est un peu éloigné de tous les conflits mondiaux. Et là, on se rend compte qu'au final, on est quand même à portée de missile de la Chine. Alors, c'est pas un message directement adressé à la Polynésie ou à la France. Le message, il était indirect à l'égard des États-Unis. Et c'est ce que Sébastien Philippe nous expliquait. La Chine a 3 bases de lancement et le lancement qui a été fait donc vers la Polynésie correspond en fait à la distance entre une des 3 bases et les États-Unis. Donc la Chine est aujourd'hui à portée des États-Unis. Donc ça, c'était intéressant. Un dernier point que tu voulais rajouter, en tout cas, c'était intéressant que Jean Fahato vous parle de ça, qui nous a quand même maintenu sur la zone est stratégique quand même. Exactement. C'est l'Indo-Pacifique. Oui, tout à fait. La France essaie d'exister de plus en plus, de mieux en mieux dans cette région. C'est compliqué pour la France parce que militairement parlant, elle a un peu du mal à rivaliser. Donc Emmanuel Macron, lorsqu'il était parti en Nouvelle-Calédonie, c'était en 2021 ou en 2022, je ne me souviens plus, il avait mis en avant une France qui aide au niveau de l'environnement, de la science. Mais c'est quand même compliqué pour la France d'exister dans cette région, et sachant qu'en plus les contestations viennent aussi de l'intérieur, on l'a vu en Nouvelle-Calédonie. En Polynésie aujourd'hui c'est un gouvernement qui est indépendantiste, même si on n'est pas dans un discours très frontal. Voilà, c'est quand même un pays une collectivité qui est dirigée par des indépendantistes, donc, et c'est sur ce quoi jouent d'autres puissances, la Russie, l'Azerbaïdjan. Exactement. Et récemment, encore une fois, la Russie a parlé de la Martinique. Bien sûr. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Jean, pour ces précisions. On arrive quasiment à la dernière séquence pour le tour de table. Et avant de se quitter, petit tour de table de vos coups de cœur ou de vos coups de gueule. Valérie, Fanny, Nicolas, qui veut commencer? Nicolas. Bon, voilà, c'était un choix démocratique.
J'ai deux coups de cœur, deux événements en fait qui se sont passés à Paris ces derniers jours que j'ai eu la chance de couvrir d'ailleurs. Je vois déjà ce que tu... Samedi dernier, oui. Où nous étions. Il y avait un bal créole qui a été organisé par l'association d'Ifecaco avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, le Centre national des monuments de France et plusieurs associations de danse ultramarine installées dans l'Hexagone. C'était un très bel événement, c'était dans la cour de l'Hôtel de la Marine, ce qui symboliquement est fort puisque c'était ancien ministère des colonies. Exactement. Et c'était un très bel événement où on a dansé le quadrille, la mazurka, la biguine, un peu de zouk aussi. Et c'était beau parce qu'il y avait donc ces associations qui étaient là. Alors, c'est des danses évidemment qui ont un passé colonial. Elles sont arrivées avec la colonisation. Mais elles ont été, c'est ce qu'il y a de beau dans la créolité, je trouve, elles ont été récupérées, elles ont été transformées, elles ont pris de la couleur, une touche différente. Et il y avait toutes ces dames et ces messieurs en costume traditionnel qui dansaient. Madras, le public s'y est prêté. Les touristes japonais, des enfants, c'était magnifique. Et tout le monde a joué le jeu, est venu danser. Ça a duré un peu plus de 2 heures. C'était un très beau moment. Il faisait beau en plus, ce qui n'est pas souvent le cas en cette saison. Donc c'était un très beau moment. Et mon autre coup de cœur, ça se passe en ce moment au Conseil économique, social et environnemental durant tout le week-end. Oui, c'est vrai, du 4 au 6. Il y a l'événement l'ACOU. J'y étais ce matin. C'est donc une réunion de toutes les associations qui œuvrent pour les thématiques sociales et environnementales en Outre-mer, de tous les Outre-mer d'ailleurs, qui sont réunis pendant 3 jours. Il y a un échange avec le public demain. Les citoyens sont invités à y participer. Et c'est très inspirant de voir ces associations qui se réunissent. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'énervement, il y a une volonté de construire, de proposer des choses, de voir les synergies qui sont possibles, les solutions qui émanent des territoires et surtout une volonté de montrer qu'on est ensemble pour porter une parole et pour avoir plus de force dans les échanges avec les institutions nationales. Donc, excellent coup de cœur. Je sais même que l'association... des enfants de la Creuse y est, et à la fois pour aller reconstruire, pour dire un petit peu ce qu'ils font. Bon, l'actualité est chargée, on tentera peut-être d'y aller. En tout cas, c'est bien d'en avoir parlé. Fanny ou Valérie ? Valérie. Bon. Ah bah si c'est Fanny qui mène le débat. Allons-y. Alors, Valérie, une à toi pour ton coup actualité de cœur. sur un caillou qui m'est très cher, Saint-Pierre-et-Miquelon. On en a beaucoup parlé, là je suis contente, pendant 1 heure. Donc ce week-end, il y a un congrès des sciences aquatiques. C'est la 4e édition. Du 6 au 9, je crois qu'on peut suivre en plus à distance. Ah, tout à fait. Avec des thématiques extraordinaires, voilà, pendant 3 jours, avec des chercheurs qui viennent d'un petit peu partout pour s'interroger sur les ressources justement halieutiques. Et aussi, la spécificité de cette année, c'est qu'ils vont donner la part belle en fait aux chercheurs natifs du territoire, de l'archipel de Saint-Pierre. Donc voilà, c'est un bel événement, il se passe des choses assez incroyables dans les débats. Et c'est aussi, ça refait la boucle avec le sujet de l'économie, c'est-à-dire comment on peut essayer d'avoir une économie qui est adossée aux productions locales. Et quand on sait l'histoire du territoire par rapport à la pêche à la morue, etc., on sait que... Oui, en plus, c'est un événement international avec des chercheurs qui viennent de partout. On en a parlé également sur Outre-mer 360. Pour une petite page promo. Je suis peut-être un tout petit peu bavard, j'ai oublié de préciser. Concernant le bal créole, c'était en préambule du festival du mois créole. Bien évidemment, sûr. il y a tout le programme à retrouver sur Internet. Exactement, de novembre à janvier, et puis ensuite après dans les Outre-mer. C'est ça, en janvier. Il y a même des événements à Montréal et à Londres. Montréal et à Londres, exactement, mois d'octobre et novembre. C'est très riche et il y a de quoi trouver pour chacun. Ah ben, le prochain plateau est à Montréal, c'est ça alors voilà. On va tenter de le faire. Je suis sûre que toute l'équipe va suivre. Et cette fois-ci, l'équipe va se disputer pour faire l'émission. Ah bah oui, tant qu'à faire. Et Fanny, ton coup de cœur ou ton coup de gueule ? Un petit coup de cœur, ou en tout cas une surprise, quand j'ai lu hier l'article du Figaro qui parlait des nouveaux péchés du pape. 7 nouveaux péchés, parmi lesquels une sorte de mea culpa sur la participation de l'Église à l'esclavage, à la colonisation, à la non-reconnaissance des peuples indigènes. Et j'ai trouvé que dans le contexte actuel, avec l'ambiance qui règne, que ce soit en Martinique, où on entend souvent des indépendantistes crier contre l'État colonial, je mets des guillemets, où on entend même, on a le même type de discours en Nouvelle-Calédonie. Quand on voit l'espèce de défiance qu'il y a vis-à-vis de l'État et l'Église qui est là au milieu et qui rencontre une grande adhésion dans nos territoires d'outre-mer, qu'elle fasse un pas comme celui-ci, j'ai trouvé ça symboliquement assez fort. Ça paraît peut-être être des paroles en l'air pour certains, mais on parle du pape, ce qui est quand même, c'est pas le prêtre du coin. Et ça me paraissait assez important. Je pense que pour les catholiques ultramarins, ça voulait dire quelque chose d'important.
Ah mais merci beaucoup. En tout cas, on notera que le pape n'est pas le prêtre du coin. Alors, pour ma part, mon coup de cœur, en fait, je n'ai pas trouvé de coup de cœur pour le mois de septembre, mis à part ce moment. Pardon, je l'ai volé. Non, mais c'était très sympa. Il faut dire que l'actualité était dense. Et c'est vrai que dans cette cour, de voir les touristes et les... Non, mais voilà, c'était très sympa. Mais ça m'a fait penser à mon coup de cœur, pour lequel l'émotion suscitée, je n'ai pas regagné cette émotion. C'était pendant les JO, au ministère des Outre-mer, avec les 300 jeunes des Outre-mer, de les voir aussi contents. Et puis se mettre à faire le breakdance. Je veux dire, ils n'avaient jamais fait le breakdance. Ils ont eu un cours de breakdance et ils l'ont fait en mode la mamie que je suis a été assez, éblouie par leur dextérité, et puis leur envie et leur partage. Parce qu'il y avait des jeunes de Polynésie, de Nouvelle-Calédonie, de La Réunion, de Mayotte, de les voir aussi férus de sujets sportifs avec les athlètes. Et ils m'ont même posé des cols. Ils m'ont dit, moi je parlais de sportifs de l'Olympique de Marseille en disant oui, c'est pas... Ils m'ont collé, ils m'ont retoqué. Et de leur voir leur joie, de se dire qu'ils étaient au ministère des Outre-mer ou dans un lieu, de partager leur joie avec les athlètes. Et le moment fort, quand ils se sont quittés, leur amour pour mes amis, à mes frères de Polynésie, à mon cœur. Désolée, c'est la cerise sur le gâteau. Moi, en tout cas, j'ai passé un moment assez... je trouvais que c'était le moment fort en termes d'émotion et de les voir joyeux. Et cette joie-là, je ne l'ai pas encore retrouvée. Et visiblement, vu l'actualité que l'on va avoir avec le budget, je ne suis pas sûre que... Peut-être Tenaï peut nous faire partager un coup de cœur, puisqu'il est parmi nous. Très instinctivement, la campagne présidentielle américaine, que c'est alors complètement... Pas du tout ultramarin, mais quelque part ça nous touche sur certaines thématiques. Oui, c'est un peu mon dada en ce moment de tous les matins, c'est de regarder où est-ce que ça en est, les dynamiques. Alors il n'y a pas vraiment de dynamique, tout semble assez figé. Beaucoup de sondeurs ou beaucoup d'observateurs disent que ça va être à pile ou face. Donc voilà, et puis quand on voit la politique assez proactive de Joe Biden dans le Pacifique Sud pendant son mandat, on peut se demander qu'est-ce qui va se passer pour la suite dans cette zone. Voilà. On va suivre ça. Les enjeux d'immigration aussi vis-à-vis d'Haïti. Exactement. Exactement. Voilà, vous voyez qu'on retrouve tout de suite le côté ultramarin. Fanny, tu voulais ajouter un dernier mot. RCI Guadeloupe, il n'y a pas longtemps, a fait l'interview d'une jeune Guadeloupéenne qui est partie dans la campagne faire la campagne de Kamala Harris. Donc finalement, les Outre-mer sont jamais bien loin, même de la campagne américaine. La promotion pour RCI. Valérie, un dernier mot pour faire le fil avec Haïti. J'ai eu l'occasion d'enfin découvrir la librairie Calypso, que je n'avais pas encore eu l'occasion. Ils font des événements je passe beaucoup de temps à la librairie Calypso en ce moment, et tous les 15 jours, ils font des rendez-vous auxquels je suis allée la semaine dernière. Avec Lucie Fordham. Ouais, c'est très intéressant. Et elle a justement un fonds extraordinaire sur la littérature, sur l'histoire haïtienne, et voilà. Peut-être l'occasion d'aller faire une émission là-bas, c'est une très bonne idée. C'est pour tous les âges, il y a des bandes dessinées, des livres pour enfants, des livres en créole. En regardant non, pas du tout, mais vraiment, il faut le dire, c'est pas quelque chose d'intellectuel ou c'est ouvert dans à le 14e arrondissement, Calypso, la librairie. En tout cas, loin de la mairie. Ça va être le mot de la fin. On vous remercie tous d'avoir répondu présent à cette invitation. On remercie notre invité. Merci à nos partenaires médias qui ont joué le jeu pour nous aider à mettre en place ce club de la presse Outre-mer. Et surtout, merci au département de La Réunion d'avoir accueilli cette émission et aux responsables de la boutique de Nout Casa à Paris d'avoir bien voulu nous prêter ce joli cadre. On sent déjà l'odeur du bouchon qui arrive. Et au public, n'hésitez pas à venir vous procurer des produits. On se retrouve le mois prochain avec des surprises. Vous verrez cela. D'ici là, restez connectés à Outre-mer 360 et c'est Jean Fahato que vous retrouvez pour la prochaine émission. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci.